et quelle sera l'occasion d'une généralisation, etc. On en a parlé à Barouin, qui est assez enthousiaste. Bon, on va essayer. Voilà. Si ça peut débloquer votre, je dirais, effectivement, préoccupation qui est noble, c'est peut-être qu'on essaiera cette année enfin de débloquer le média. Oui, bonsoir. Dans votre proposition de changement de société, vous avez beaucoup centré sur la restauration de l'État, et des collectivités, du service public et des collectivités locales. Et vous n'avez pas du tout parlé de l'influence de la société civile. Et pourtant, rien ne peut se faire sans la société civile. Moi, je pense que justement, la révolution, elle se passera par la société civile et pas par l'État, parce que je pense que l'État, maintenant, tourne en rond. J'en veux pour preuve aussi, vous avez parlé de tout ce qui se passait au niveau de l'économie mondiale, mais il y a aussi toute l'économie de coopération qui nous redonne de l'espoir, toute l'économie du partage qui nous redonne de l'espoir. Il y a des millions et des millions d'exemples. C'est sûr qu'on ne fait pas valoir, mais n'empêche que c'est ça notre espoir. C'est cette économie de partage, et ça, c'est de l'économie de proximité. Donc j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Et sur un autre point, j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit sur le bénévolat. Vous avez parlé de bénévolat, d'égoïsme. Je suis pas sûre d'avoir bien compris le fond de votre pensée. J'aimerais que vous le développiez. Parce que pour moi, le fonctionnement associatif, et pas seulement les associations gestionnaires dont vous avez parlé, mais tout ce foisonnement associatif, comme l'association qui nous réunit ce soir, c'est ça la société civile, c'est ça notre révolution de demain. Bon, j'apprécie doublement votre intervention. D'abord, elle reflète, je dirais, une espérance et une action certainement derrière l'espérance. Donc, vous êtes précieuse. Et la deuxième raison, c'est que vous m'obligez, et tant mieux, à préciser deux choses importantes. Bien évidemment, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est un extraordinaire, je dirais, témoignage de l'importance de la société civile, puisque, au fond, ce que je dis, c'est que chacun d'entre nous doit changer. Alors, je l'ai peut-être pour ça qu'il fallait attendre un peu ce jeu de questions-réponses. Chacun d'entre nous est responsable. Moi, je trouve détestable dans notre pays de chercher tout le temps des boucs émissaires, alors que le premier responsable de l'état actuel de cette situation, c'est chacun d'entre nous. C'est difficile de dire ça, mais je le pense réellement. Parce que, prenez 2-3 exemples tout à fait frappants, celui de la dévalorisation du travail et des salaires, on a tous couru toujours vers le moins cher, vers le plus accessible, quel que soit le niveau de nos moyens, en sachant tous pertinemment que derrière, il y avait une mondialisation sans frontières, la sécurité sociale menacée, etc. Qui défend aujourd'hui le commerce de proximité? On s'enferme dans toutes les logiques du commerce par Internet, etc. C'est-à-dire qu'on apporte vraiment une contribution à tout ce qui rend notre société malade. Donc, je crois que vraiment, il faut passer par la restauration de la responsabilité de chacun d'entre nous. Alors, elle existe déjà, cette responsabilité, mais elle demeure, si vous voulez, encore anecdotique, c'est ça que je voudrais faire comprendre aujourd'hui, madame, au regard de l'urgence des problèmes que nous avons à franchir. Vous savez, j'ai fait une conférence en Nouvelle-Calédonie le 11 novembre, et j'avais pas d'écho. Ça s'était bien passé, mais j'avais pas d'écho. Et c'était devant une assemblée composée de gens très différents, etc. Quelques jours après le 13 novembre, j'ai reçu un magnifique mot. En fait, c'était le Lions qui organisait ça. Il n'y avait pas que, hein, mais enfin, c'était intéressant d'avoir les entrepreneurs. Et je reçois un mot du Lions me disant, vous savez, on ne vous l'a pas dit, mais on vous a trouvé un peu pessimiste pendant la conférence. Maintenant, on vous trouve très optimiste. Tant le 13 novembre avait ouvert, je dirais, les esprits sur la fragilité de notre société. Et prenant d'ailleurs des initiatives, puisqu'ils ont demandé à tous les Lions d'organiser le même type de conférence. Vous voyez, c'est amusant. Hein, mais on voit l'engagement se précipiter. La fameuse théorie des maringouins, c'est-à-dire qu'une piqûre, 2 piqûres, 3 piqûres, au bout de la 10e piqûre,
le monde a changé. Moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, la carte à jouer, c'est celle de la citoyenneté et donc de la société civile. Mais l'urgence est telle qu'on n'avancera pas de façon rapide, suffisamment rapide pour vaincre, si vous voulez, cette vague de barbarie, si on n'a pas une synergie entre l'action associative, l'action spontanée, l'action associative et l'action politique. Il faut les trois ingrédients. Et l'action politique, je crois, davantage à l'exemplarité du local qu'à l'exemplarité du national. C'est pour ça que mon précédent bouquin s'appelait La République des maires. Comment restaurer la République, sinon par les maires, quelle que soit leur sensibilité politique. Je crois que donc on en est à un stade où il est tellement, je dirais, dangereux que notre société se précipite vers des aventures qu'il faut absolument un mouvement de synergie entre les trois mouvements, la société civile, la société associative et la société politique. Quant à l'État, il est indispensable. Je l'ai dit, rien n'est pire que des gens qui croient aujourd'hui qu'on peut tout réinventer par la société civile. J'en ai parlé, Pierre m'excusera de le redire, mais moi j'ai une relation amicale avec Alexandre Jardin, sinon qui m'inquiète beaucoup, Alexandre Jardin, avec les zèbres. Parce qu'au fond, il a un tout petit peu amendé son discours, mais son discours préalable, c'était, comme les acteurs politiques ne valent rien, on va tout réinventer. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il le disait en disant « Je combats ainsi un héritage familial très lourd, puisque mon grand-père était le directeur de cabinet de Pétain. » Ben, l'autre fois, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Tu sais, si tu continues comme ça, Alexandre, tu vas retrouver les mêmes pas que ton grand-père. » Parce que, qu'on le veuille ou non, je dirais l'action politique en France, c'est une action politique qui n'a pas de démérité. Je persiste et signe. Vous savez, quand vous êtes espagnol et que vous regardez le niveau de corruption des élites françaises et des élites espagnoles, vous n'hésitez pas un instant. En France, on est quand même, je dirais, 100 fois moins corrompu qu'en Espagne. Donc, non, réellement, je vous assure que réellement, il y a des choses qui ne vont pas, beaucoup de choses qui ne vont pas, mais les acteurs locaux, je persiste et signe, sont des acteurs qui ont plutôt, je dirais, énormément de mérite à agir comme acteur local. Et donc, non, je crois, madame, vraiment que l'État n'est pas aujourd'hui, malgré toutes les insuffisances dont on a parlé, je dirais, doit nécessairement, au contraire, participer à cette révolution. D'abord, de grands services publics lui sont rattachés, l'éducation nationale. Il y a nécessité aussi, si vous voulez, de restaurer un discours national sans lequel, finalement, cette ambition collective ne se dessinera pas. Je pense qu'il faut consolider la solidarité de droit et ne pas la négliger. Tout ça contribue aussi au vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est la citoyenneté, c'est l'inventivité, c'est la société civile, mais c'est aussi la protection sociale, c'est aussi la protection du faible. Donc voilà, je crois qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Et peut-être, je dirais, ce qui va finalement faire la jonction entre je dirais, la société civile, etc., c'est la capacité que nous aurons à renoncer, si vous voulez, à simplement dénoncer les dysfonctionnements de l'État pour s'interroger sur l'origine de tous les dysfonctionnements. Et là, je pense qu'on arrivera peut-être à ce que les acteurs politiques s'interrogent aussi sur leur propre responsabilité. Je pense qu'il faut... Voilà, c'est pas, si vous voulez, en continuant d'entretenir, comme on est en train de le faire dans ce pays, l'idée que... Vous allez voir, les régionales, ça va être terrifiant, parce que l'absentéisme va être finalement une extraordinaire contribution à une image totalement dégradée de la France que va nous offrir un vote effectivement relativement important du Front National. Enfin, je trouve que c'est désespérant, parce que il faut peut-être manifester sous une forme appropriée notre hostilité à cette théocratisation de la classe politique nationale, mais en tout cas ne pas abandonner l'idée que les forces républicaines n'ont rien à voir avec les forces, je dirais, de la désespérance, celles qui tracent des barrières du désespoir. Parce
Parce que toutes ces barrières dont parle le Front National sont des barrières qui nous feront complifier l'insécurité, qui nous feront complifier, je dirais, la régression économique de notre pays. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile. Et je comprends tout ce que... Vous savez, je vous l'ai dit, hein, moi tous les ans, je suis obligé de faire mon pèlerinage à Bervillers pour reconstruire ma confiance. Donc je suis comme vous, hein, dans le doute. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre le doute? Et pour finir vraiment, vous me disiez le bénévolat. Quel est le projet? Vous savez, il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit, parce qu'on est très concret. Comme M. Perronnet est encore là. Il y a une idée qu'on développe à l'Observatoire depuis longtemps, c'est les travailleurs sociaux aujourd'hui ont tellement été assujettis à une forme de bureaucratisation qu'il faut les en sortir. Comment les en sortir? En les mettant dans les écoles. Voilà une démarche qui a, je dirais, fait l'approbation de tous les professionnels à qui on en a parlé, de toutes les organisations professionnelles. Eh bien, pourquoi ne mettons pas les travailleurs sociaux dans les écoles pour redonner un lien entre le travail social et les familles, qui est aujourd'hui très difficile du fait, effectivement, de l'environnement bureaucratique du travail social? Eh bien, ça ne se fait pas. Alors on vous répond parce que l'éducation nationale doit donner son feu vert, que la solidarité doit donner son feu vert, et comme on travaille en silo, qu'on est incapable de réunir les uns et les autres, on ne le fait pas. Mais c'est très concret. Alors sur le bénévolat, c'est pareil. Quelle est notre idée du bénévolat? On a été très loin. On a été à Tournon, dans une ville qui avait un taux de bénévoles 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Tournon, en Ardèche ou en... Enfin, bon, en Ardèche. Eh bien, le maire est un type formidable, etc. Et on a été interroger toutes les familles pour leur demander s'il y avait des gens qui auraient aimé être bénévoles et qui ne l'étaient pas. On s'est rendu compte que la moitié des gens qui n'étaient pas bénévoles auraient aimé être bénévoles. Et lorsqu'on leur a demandé les raisons, ils nous évoquaient des raisons qu'on pourrait facilement dépasser. C'est mauvais accueil par les associations, mauvais choix, pas suffisamment de choix, problème financier, est-ce qu'on va me rembourser l'essence, etc., etc. Toute une série de questions qui nous ont fait un jour proposer que le bénévolat devienne une priorité nationale, mais portée par les collectivités locales. C'est-à-dire pourquoi il n'y aurait pas dans chaque ville de France aujourd'hui une maison de la fraternité qui soit tenue par des bénévoles pour inciter tous les habitants de la cité à prendre une responsabilité bénévole dans un service public. D'où la nécessité de réconcilier les Français avec l'idée que le service public ne perdrait pas d'emploi en s'appuyant sur les bénévoles, mais au contraire, développerait l'emploi en s'appuyant sur les bénévoles. Mais allez dire ça à certaines organisations syndicales. Elles vous diront que ce n'est pas possible. Or, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre dans chaque service public aujourd'hui des bénévoles pour consolider l'expression professionnelle du service public. Ce n'est pas contre le service public, c'est pour renforcer le service public. Le service public est aujourd'hui en danger du fait de son incapacité à s'ouvrir au dialogue, à conserver ce lien humain entre les usagers, les responsables. Regardez ce qu'est devenu Pôle emploi, cet anonymat des téléphones, cette difficulté à rencontrer une personne qui prenne en considération votre angoisse, votre difficulté. C'est tout ça qu'il faut réinventer. Eh bien, le bénévolat, oui, ce que je disais du bénévolat, c'est développer l'idée. Vous savez, il faut atteindre les gens par plusieurs bouts. Si on les atteint par le bout de l'excellence, de la générosité, on ne gagnera pas. Si en revanche on leur dit, votre engagement, c'est une garantie contre un risque de dépendance psychique. C'est une garantie contre un isolement social qui précipite la mort physique. La mort sociale précipite la mort physique. Si vous n'allez pas vers ces, je dirais, valeurs de défense, de responsabilité, on n'aura pas cette transformation du bénévolat. Mais moi, je prétends qu'en France, aujourd'hui, nous pourrions avoir beaucoup, beaucoup plus de bénévoles que nous en avons si nous avons effectivement une plus grande offre de bénévoles à travers tous les services publics, une nouvelle architecture du bénévolat, où chaque maire devienne l'acteur décisif d'une transformation du bénévolat. Vous savez ce qu'a inventé l'État?
des agences pour développer le bénévolat de Paris. Là, je vous rejoins complètement. C'est pas de Paris qu'on peut élaborer la fraternité. C'est vraiment de l'acteur municipal. C'est de l'acteur au plus près de la population. C'est là où la responsabilité des maires est immense, ou des présidents de conseils départementaux. Voilà un peu le scénario que je vous propose. J'aimerais poursuivre cette discussion, madame, hein, mais bon, on va répondre à d'autres. Et il est tard. N'abusons pas. Oui, bonsoir. Moi, je suis dans le secteur, j'étais dans le secteur privé. Vous avez parlé de l'effet de ciseaux. Or, il me semble que la communauté française entière, avec toutes ces communautés qui la composent, ne tient debout que si le secteur privé tient le coup. Donc, on revient, en mêlant l'économique et le social, à cette notion de travail pour tout le monde. Je crois que le gouvernement, les collectivités territoriales, etc., ne pourront pas résoudre le problème si on ne met pas dedans les problèmes de mondialisation, de voitures électriques qui polluent autant qu'une voiture normale tant que le courant qu'on met dedans n'est pas d'origine renouvelable. C'est une utopie. Et donc, je ne pense pas qu'il faille aborder la question uniquement du côté de l'administration, en génériquant. Je crois qu'il faut mettre un peu plus d'économie dans le discours à travers donc, la mondialisation. Et je suis aussi ex-chef d'entreprise, donc avec la responsabilité directe de contrat de travail. Alors je dois dire, oui, non, mais 0 absentéisme pendant 16 ans. Donc voilà, ça me gêne un petit peu que vous soyez uniquement en intervention sur le secteur public, sur les associations, le bénévolat. Il faut que la société tienne debout, et en plus en conciliant le problème de développement durable et de COP21. Alors c'est difficile, mais ce n'est pas uniquement administratif. Vous savez, quand j'ai dit qu'on ne changerait rien en France tant que les principaux acteurs de notre avenir, tant qu'ils n'auront pas pris conscience de leur propre vulnérabilité. Moi, mon espoir aujourd'hui, monsieur, c'est que les enjeux sont tellement visibles que même lorsqu'on a été élevé dans la culture de l'invulnérabilité, on arrive enfin à comprendre la gravité des problèmes. Parce que les parlementaires, ces 30 dernières années, vous voyez, ça n'a pas de connotation comme ça politique, n'ont cessé de détruire notre économie, c'est clair. Ma fille est chef d'entreprise. Quand je lui demande, finalement, ces 20 dernières années, quelles ont été les règles qui ont permis de libérer l'emploi, elle m'en cite une ou deux. On fait 20 mesures qui ne servent à rien. Donc il y a un vrai problème, effectivement, je dirais, tant pour se protéger d'une mondialisation sans règles, que aussi développer une autre conception du développement économique en France. C'est les maisons de l'emploi, c'est quelque chose de magnifique. Elles ont été abandonnées. À Vitré, vous avez 5% d'emploi, de chômage. Pourquoi ? Parce que la maison de l'emploi de Vitré est une maison de l'emploi qui a été confiée à un chef d'entreprise, qui a réuni toutes les administrations et qui fait un boulot magnifique. C'est-à-dire qu'on peut combattre aussi le chômage en prenant des risques. Il y a plein de choses qui pourraient être faites en France, indépendamment de la lutte contre une mondialisation sans frontières. Mais regardez comment les parlementaires délibèrent depuis de nombreuses années, avec simplement, je dirais, le souci de répondre à une question immédiate, sans s'interroger sur l'impact de ces questions immédiates sur l'avenir. Donc voilà, moi, alors bien évidemment, on ne peut pas développer toutes ces questions, mais ce que j'ai essayé de faire à travers mon propos trop long, pardonnez-moi, c'est simplement de montrer qu'il n'y a pas une question sans une réponse. Et que ce qui est dommage, c'est effectivement qu'on ne s'empare pas de ces potentialités. Et qu'il n'y a rien de définitif. La fatalité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la facilité. Donc, sortons de cette facilité et redonnons finalement à ce pays, je dirais, une extraordinaire ambition. Il n'y a pas un pays en Europe qui a les atouts de la France, pas un seul pays. Et qu'est-ce qu'on constate ? Ce que j'ai constaté à Limoges en venant là aujourd'hui et hier, c'est à quel point nous sommes en danger. Limoges ne fait que préfigurer ce qui va se passer dans l'Est de la France. Hein. Je veux dire, c'est voilà. Donc, c'est vraiment dommage, parce que le pays a les plus beaux atouts d'Europe.
on ne pourra pas atteindre d'équilibre durable sur le plan social avec l'intégration de toutes les collectivités qui composent la France sans avoir des ressources avec ce fameux effet ciseau qui contrebalance les dépenses sociales. Et vous excluez trop l'économie du problème. Et ceci est lié aussi à la mondialisation et à l'environnement. C'est d'une extrême complexité. Mais on ne peut pas aborder le problème uniquement avec une vision politique, je dirais. Non, mais vous avez raison. Mais chacun, si vous voulez, sa responsabilité. Moi, ma légitimité, elle porte beaucoup plus sur la problématique des liens et des repères. C'est pour ça que je me sens beaucoup plus en légitimité à vous parler de ces questions-là. La question économique, si vous voulez, est moins du ressort des travaux qu'on a pu faire depuis 25 ans. Donc j'ai beaucoup plus de difficultés à en parler, d'humilité à en parler. Mais très honnêtement, monsieur, je suis convaincu, comme vous, que tout passe effectivement par cette révolution économique. Mais là, je vous renvoie, je ne sais pas si vous connaissiez Jeremy Rifkin, essayez de lire ce genre de magnifique vision. Je vous assure, c'est d'une rare efficacité et d'une rare intelligence. Le personnage est douteux, hein, je ne veux pas ma tasse de thé, mais l'ouvrage notamment sur une civilisation empathique, etc., est un ouvrage d'une force, parce qu'il démontre, si vous voulez, mais vraiment dans une multiplicité d'exemples, etc., à quel point, s'il y avait une volonté politique universelle et nationale, on pourrait résoudre les problèmes économiques. Voilà. Mais bon, je peux que vous renvoyer à des spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste. Et je voudrais dire aussi une chose, que j'adhère tout à fait à ce que vous disiez au niveau de la mission de la fonction publique. Moi, j'ai été très, très attaché à l'école. J'étais boursier au plus haut degré quand j'étais jeune. Et donc, ce que vous dites, mission de la fonction publique, c'est ce qu'on appelle la démarche client dans l'industrie. Oui, par exemple, pourquoi pas. Bonjour, je vous remercie pour votre conférence. En fait, je prends un petit peu la suite par rapport à l'économie aussi. En fait, moi, j'ai l'impression aussi que vous n'avez pas parlé de certaines choses qui font que, effectivement, on a remplacé le lien par le bien. Et moi, je suis professionnelle de la santé. Et j'ai l'impression qu'actuellement, il y a un poids des lobbies, une financiarisation effectivement de toute l'économie, qui a eu une grosse influence sur les décisions politiques. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu plus près le poids des lobbies sur les attachés parlementaires, sur les politiques, sur les députés européens, les conférences de lobbyistes au niveau du Parlement européen, et qu'on voit les décisions qui sont ensuite prises, quelquefois on s'aperçoit et là je rejoins madame, que la société civile est très importante justement pour contrebalancer ça, parce que la société civile, elle essaye de remettre du lien là où on a l'impression qu'on met plus que du bien et de quelque chose qui doit être financiarisé. Et du coup, effectivement, moi je me dis que pour refaire du lien, il faut s'appuyer, effectivement, comme vous dites, de relocaliser. C'est-à-dire qu'au niveau des municipalités, au niveau des citoyens, effectivement, c'est là où on refait du lien et c'est là où la société civile est très importante aussi. C'est possible. C'est-à-dire, non, j'ai craint dans le premier propos, je me suis dit, oh là là, elle va me dire, cette dame, que comme on est effectivement par rapport à une immense dérive de l'économie vers la financiarisation, on est totalement désarmé. J'ai craint ça, parce que c'est une réalité. Enfin, je veux dire, autant le capitalisme est respectable, autant le capitalisme financier est détestable. Donc on est vraiment dans une terrible dérive impressionnante. Mais en même temps, d'abord, tout n'est pas complètement joué. Il y a de plus en plus, je dirais, de responsables d'entreprises qui s'interrogent sur la responsabilité, sur l'évolution du monde. Vous allez voir, on va voir des évolutions considérables. On retrouve l'idée que la vulnérabilité va les rendre enfin intelligents. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'agir, c'est ce que vous venez de dire. Heureusement, oui, vous avez terminé. Ce que je veux dire, c'est que la vulnérabilité souvent fait que les gens trouvent des solutions localement. Oui. Voilà. Et c'est vrai que... Oui, attendez, non, mais, à la marge. Oui, non, mais des solutions, enfin, surtout... Ne soyez pas aveuglés par les belles réalisations locales.
Non, mais attendez, je veux finir ce que je disais. D'accord. Donc, les... Non, mais je vois bien où vous voulez en venir. Mais non, c'est ce que je veux dire, c'est que souvent, face à une problématique de société, eh bien, on s'aperçoit, et vous l'avez très bien décrit par vos journées citoyennes, que des solutions existent, que des solutions sont là, et souvent les solutions sont même très présentes et très développées au sein de petits groupes, de façon locale, et notre problématique actuellement, c'est que ces solutions qui sont très locales, on arrive à les passer à un échelon supérieur, à une plus grande ampleur. Et souvent, j'ai l'impression que ce qui bloque pour faire passer ces solutions à grande ampleur, c'est le poids des lobbying qui écrase tout. Mais effectivement, je crois en la société et en ce que vous avez dit, la responsabilité de chacun pour faire que ces solutions qui existent un peu partout puissent se diffuser. Voilà. Madame, quel bonheur de vous entendre. C'est l'effet. Moi, je voudrais compléter. Vous êtes en train de dire, il existe une multitude d'initiatives magnifiques. Je n'avais pas terminé. Vous savez, j'ai la fatigue qui commence à s'exprimer, mais j'ai parlé de Karl Lacharité. J'ai oublié de vous dire que quand il a été à Bervillers, il m'a dit, tu sais Jean-Louis, il n'y a rien de semblable au Québec. Vous êtes plus fort que nous. Venant d'un Québécois, c'est un sacré compliment. Donc, je veux dire, on est capable d'inventer. Mais où vous êtes dans l'erreur, madame, permettez-moi de vous le dire comme ça, pour attiser un peu le débat, c'est qu'on n'a plus le temps. Si vous n'avez pas une alliance entre la société civile et l'action politique, nous n'avancerons pas. Et si nous n'avançons pas, nous sommes perdus. Alors, non, je termine. Je vais vous dire, moi, il y a une énorme, pour vous dire à quel point nos médias sont médiocres, il y a une énorme hypocrisie à vous parler des risques écologiques toujours à l'horizon 2050 ou 2100. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que si c'est dans 1 mètre de plus les eaux en 2050, ça veut dire qu'en 2025, ça sera 50 cm. Et 50 cm, c'est la destruction de la quasi-totalité de nos plages. C'est-à-dire que ce qu'on ne montre pas aux gens, c'est que la barbarie, on ne va pas attendre 2100 pour la voir, la barbarie. La barbarie, elle galope. Qui aurait pu penser qu'on passerait de l'assassinat de journalistes au motif qu'ils auraient insulté le prophète à l'assassinat de jeunes qui n'ont absolument, je dirais, aucune responsabilité dans l'état des rapports de force dans le monde, simplement pour montrer qu'on détruit tout ce qui vit. Vous voyez à quel point la barbarie galope. On n'a plus le temps d'attendre. Moi, le seul espoir que je peux avoir de cette conférence, c'est de bien montrer que ce n'est pas en traçant des barrières entre la société civile et l'action politique qu'on gagnera la bataille contre la barbarie. C'est au contraire dans une synergie entre eux. On est d'accord, voilà. Mais ça veut dire, vous savez, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut s'habituer à l'idée qu'on sera peut-être amené à travailler avec un maire qui n'est pas tout à fait de la même sensibilité que soi-même, etc., etc. Mais si on n'est pas capable de dépasser l'idée que ce qui doit nous unir aujourd'hui face à la barbarie, c'est les valeurs du pacte républicain, qu'on peut les porter différemment, et qu'il faut respecter les combats politiques et les sensibilités politiques, mais qu'elles doivent, à un moment, avoir, je dirais, la responsabilité de s'intégrer dans un combat commun qui serait la résurgence, effectivement, d'une grande ambition nationale, qui serait effectivement de faire de la liberté et de l'égalité, effectivement, des concepts indispensables mais non suffisants, sans une projection décisive vers la fraternité. J'ajoute en plus que cette fraternité, je l'ai dit, elle est indispensable par rapport à tous les problèmes engendrés par la déréglementation climatique. Si on ne s'accommode pas à l'idée d'une fraternité de quartier, d'une fraternité nationale, mais aussi d'une fraternité universelle, on n'arrivera à résoudre aucun problème. Dans les sources de bonheur que je vois actuellement, je terminerai par ça. Hier, c'était une immense espérance que de voir ces chefs d'État réunis.
est tout d'un coup porté par une sorte de stimulation à être meilleurs les uns que les autres. J'attendais Obama avec un discours dérisoire, j'ai retrouvé Obama avec un discours magnifique. Et donc on a tout d'un coup l'illustration de ce que je raconte, que le mieux est peut-être possible, que tout n'est pas désespérément condamné. Mais j'ai une autre idée qui régente cette vision positive du monde. Si demain, toutes les maisons de l'emploi étaient identiques à celles de Vitré, 5% de chômeurs. Si demain, toutes les villes de France faisaient la journée citoyenne comme Bervillers. Si demain, toutes les villes de France faisaient la participation citoyenne comme Strasbourg. Si demain, toutes les villes de France faisaient, je dirais, de l'innovation et de la confiance réellement la force de leur démocratie. Aujourd'hui, la participation proposée aux habitants, c'est une participation très largement instrumentalisée. Si demain on acceptait l'idée que finalement, ce que fait d'ailleurs Bervillers, pourquoi Bervillers marche? Parce que tous les projets de rénovation de la ville sont décidés par les habitants ou par les jeunes. Et ensuite, il me dit, tu sais ce que je dois gérer après? C'est quand les jeunes viennent m'engueuler en me disant, des jeunes un peu désocialisés, monsieur le maire, c'est scandaleux, notre abribus a été tagué. Ces gamins qui taguaient l'abribus parce qu'ils l'ont refait étaient en train de combattre ceux qui taguaient l'abribus. Et moi, je ne cesse de me dire, mais si chaque ville de France récupérait ce qu'il y a d'excellent ailleurs et l'introduisait dans sa ville, dans son territoire, dans son conseil départemental, eh bien nous aurions un pays autrement plus confiant, plus positif que nous le sommes aujourd'hui. Et je voudrais vraiment... s'il y a une dernière question, j'y réponds. Voilà, une dernière question. Alors, je voudrais vous poser une question. C'est que, donc, vous appelez de vos voeux l'alliance entre la société civile et les décideurs politiques, qui est évidemment un préalable absolu. Cependant, je pense que cette alliance, elle est grandement handicapée par une grande décrédibilisation des décideurs politiques aujourd'hui. J'invente rien, tout le monde le sait, tous les journaux s'en font l'écho. Cette décrédibilisation, je crois qu'elle n'est pas principalement due à une quelconque malhonnêteté des élus. Je pense qu'elle est liée à une sorte d'abandon qu'on perçoit des responsabilités et des décisions, en particulier sur l'économie. Et je pense qu'en effet, toutes les grandes décisions, on a quelques exemples récents de décisions on a la sensation qu'elles ne sont pas du tout prises par rapport à un mandat reçu des citoyens, mais plutôt par rapport à des intérêts, par exemple le rehaussement multiplié par 3 de la norme sur la pollution des automobiles, hein, pour sauver Volkswagen et Peugeot, la révision de la loi contre la publicité de l'alcool et du tabac. Est-ce que c'est vraiment les citoyens qui ont intérêt à une telle révision? Voilà, et ainsi de suite, ce qui fait que les citoyens ont la sensation que dans le fond, les hommes politiques ne décident plus vraiment. Ils subissent des pressions et des décisions qui sont prises ailleurs. Ce qui fait qu'à quoi sert le politique, dans le fond? De plus en plus on entend ça. À quoi sert le politique, sinon à se maintenir dans sa situation? Ma foi, on n'est pas trop malheureux. Voilà. Et ça, c'est terrible parce que, de fait, malgré, on le sait bien, que la grande majorité des élus donnent de leur temps, donnent de leur énergie, eh bien, leurs décisions ne sont plus beaucoup crédibles. Voilà. Ça, c'est une première réflexion. Et puis la deuxième réflexion que je voulais faire, aussi une question, c'est on fonctionne donc dans des compartiments. On a des personnes âgées d'un côté, on a des jeunes de notre côté, on a les gens de mi-âge, et puis on a cette espèce d'individualisme qui est porté par notre fonctionnement sociétal et par notre fonctionnement économique,
qui fait que dans le fond, le militantisme associatif d'abord et l'engagement sont de plus en plus difficiles. Toutes les associations, aussi bien de pétanque, je dirais, que de foot, que de parents d'élèves, que d'action sociale, ont beaucoup de mal à trouver des bénévoles qui veulent prendre des responsabilités. C'est difficile. Et je pense que l'individualisme qui est porté, qui est énormément porté par les médias et par les acteurs économiques, en est en partie responsable. Voilà. Ouais, mais monsieur, tout ce que vous venez de dire, moi je peux le dire, je dirais, sans aucune difficulté, mais la différence peut-être entre vous et moi, c'est que je ne m'arrête pas à ça. D'abord, je vais vous dire, écoutez, je vais essayer de trouver les mots et on termine là-dessus, mais je vais vous dire d'abord, vous savez, j'ai pas été tendre pour la classe politique nationale. Hein. Mais vous savez en plus que ce que je vous ai dit aujourd'hui, moi je le dis directement à ces gens-là. Hein. Je me rappelle dans l'entretien avec Philippe Bas, qui était un ministre que Jean-Claude a connu, qui était un type bien. Mais je lui ai dit, mais écoutez, ce que je vous ai dit ce soir, je lui ai dit, comment voulez-vous qu'on avance quand le pays est gouverné par des gens qui n'ont aucun sens de la vulnérabilité? Alors ça l'a fait un peu rougir, quoi. Il m'a dit, vous exagérez. Mais je pense qu'il l'a compris. C'est un homme tout à fait intelligent. Ce que je vous ai donc dit vraiment des choses désagréables sur la classe politique. Mais en même temps, moi, je pense constamment qu'il faut regarder le verre à demi plein. Écoutez, là, dans la difficulté immense dans laquelle nous sommes actuellement, tous les Français reconnaissent que le président de la République a joué un rôle qui n'a pas été négligeable. C'est-à-dire qu'on les trouve quand même quelquefois sur des choses essentielles, aussi dans l'état de décider. Donc, il est clair qu'il préfère l'éphémère durable, indiscutablement, pour des raisons de visibilité, imputables d'ailleurs au quatrième pouvoir, je l'ai dit, mais en revanche, ne noircissons pas le tableau. Essayons de voir aussi ce qu'il y a de positif. Moi, je peux vous dire que j'ai l'immense conviction qu'on finira par les faire changer. Mais il faut qu'on pousse aussi, et qu'on soit capable aussi de montrer nous-mêmes notre capacité de changement. Vous savez, moi, je n'ai vu que des barrières dressées par la société civile quand on a essayé de réformer dans le sens utile la solidarité. Complètement. On n'a pas réussi à transformer les petites unités dont je vous ai parlé d'enfants en structure familiale parce qu'on nous a opposé les horaires ou les normes. Quand on essaye d'impulser des idées de décloisonnement entre les institutions, on voit immédiatement chacun avec sa bannière. Non, franchement, on est nous-mêmes, très largement, ceux qui avons façonné une société en silo. On y a contribué. Moi, j'ai été mais 1000 fois maltraité par des constats terrifiants. Je me souviens d'avoir été un jour en Meurthe-et-Moselle, parce que le président du Conseil général voulait faire du développement social, donc on a un petit peu expertisé tout ça. On rencontre 3 professionnels qui nous parlent du développement social comme j'en rêvais. Donc je vais voir Michel Dinet, et je lui dis, Michel, peut-être pourrait-on sortir ces 3 assistants du travail habituel pour en faire des avocats du développement social. Il me dit banco, 3 emplois, c'est plus de 100 000 euros, 150 000 euros. Arracher 150 000 euros en quelques minutes, c'est un exploit. Je me retourne vers les 3 travailleurs sociaux en leur disant, écoutez, j'ai tout compris, on vous libère de vos tâches, vous allez foncer vers le développement social. À ce moment-là, raidissement, ah non, nous voulons continuer à faire ce que nous faisons. Bien évidemment, parce que ça coïncidait avec leurs contraintes familiales, leurs horaires de bureau, etc. Nous avons notre responsabilité. Et je pense que ce qui va probablement nous changer, mais changer les autres, c'est-à-dire nous-mêmes, les acteurs politiques, mais nous en sommes responsables, les acteurs politiques, c'est effectivement, je le crois réellement, la dimension aujourd'hui beaucoup plus visible de l'immense vulnérabilité de nos sociétés. Vous savez qu'on est quand même au bord du cataclysme. Donc, l'espérance vient de là, et je pense qu'elle va vraiment entraîner une profonde modification de nos comportements et des comportements des politiques.
Ce qui est important dans la conférence d'aujourd'hui, c'est de dire que si nous sommes tous capables de ce renversement de posture, et je mets dans tous les acteurs politiques, le retour de l'éthique dans l'action quotidienne, le retour de l'éthique dans l'action associative, le retour de l'éthique dans l'action politique. Quand je dis l'éthique, c'est simplement l'idée que nous sommes responsables des autres, et notamment de nos enfants. Si nous avons le retour de l'éthique dans nos actions, nous avons toutes les recettes du changement. Ces recettes, je les ai exposées. Elles sont la résultante de 25 ans d'observation. Nous pouvons changer l'école, nous pouvons changer le quartier, nous pouvons changer la ville, nous pouvons changer la société, mais c'est vrai que ça obéit à un changement de chacun d'entre nous. Si demain nous avons cette idée de semaine de la fraternité, eh bien essayons pendant une semaine de tester l'idée que notre voisin n'est plus un adversaire, mais un allié, et vous verrez que le monde changera radicalement. Et je terminerai vraiment en vous disant cela, que je ressens au plus profond de moi-même, et qui ne m'étonne pas, c'est que moi je ne cherche pas la spiritualité et la confiance, ni dans l'idéologie, ni dans les livres, mais dans les personnes. Et je voudrais vous le dire avec émotion, comme Berwiller, vous m'avez redonné l'espérance pour une année. Merci. Je crois que cette soirée se termine. Je crois que cette soirée se termine. Bon, c'est un moment fort et un moment peut-être un peu enchanteur. Donc des passerelles, pas de barrières. Donc merci à Jean-Louis Sanchez pour cette magnifique soirée, pleine d'espoir. C'est une des choses qu'on en retiendra. Nous allons sortir. Alors nous allons essayer de garder en nous une partie de son message, par exemple celle sur la responsabilité collective. Et nous allons essayer de faire vivre ce message en étant plus attentifs à ceux qui nous entourent, à ceux et celles qui nous entourent, en étant plus solidaires et finalement peut-être plus humains. Merci Jean-Louis Sanchez.